Ngo, l'homme qui tenait les clés du palais. Que sait-on vraiment? Une accusation publique, un homme dans l'ombre depuis 15 ans, et un pays qui retient son souffle. Le 24 juillet 2026, un ancien officier de l'armée camerounaise, exilé en Europe depuis 3 ans, sort du silence. Face caméra, il lance des accusations d'une gravité rare contre l'un des hommes les plus puissants du Cameroun. À Yaoundé, personne ne réagit officiellement. Mais dans les salons, dans les rédactions, sur les réseaux, une seule question circule. Et si c'était vrai? Nous n'allons pas répondre à sa place. Nous allons vous montrer ce qui est établi, ce qui est allégué, et par qui. Partie 1. Qui est Ferdinand Ngo? Commençons par les faits qui ne se discutent pas. Ferdinand Ngo est né à Minta, dans la Haute-Sanaga. Diplomate de formation, il passe plusieurs années à la mission permanente du Cameroun auprès des Nations Unies à New York, avant de rentrer au pays occuper des fonctions administratives au sein du cabinet civil de la présidence à la fin des années 1990. Sa véritable ascension commence en 2010, quand il devient secrétaire général au ministère des Affaires étrangères. Un an plus tard à peine, le 6 décembre 2011, Paul Biya le nomme secrétaire général de la présidence de la République. Depuis 15 ans maintenant, il occupe ce poste sans interruption. Une longévité rarissime dans l'entourage d'un chef d'État connu pour renouveler fréquemment ses collaborateurs. En janvier 2019, il reçoit le titre de ministre d'État, un rang protocolaire qui le place parmi les personnalités les plus élevées du gouvernement. Fait significatif, plusieurs observateurs, dont le site Cameroun 24, ont noté que cette promotion serait intervenue avec l'appui de la première dame Chantal Biya elle-même. Mais ce n'est pas tout. Le secrétariat général de la présidence n'est pas un poste comme les autres au Cameroun. C'est le point de passage obligé de tous les décrets présidentiels, de toutes les nominations, de l'agenda du chef de l'État. Qui tient ce poste tient, de fait, l'accès au président. C'est un fait documenté depuis des années par la presse camerounaise et internationale, de Jeune Afrique à Cameroun 24. En 2018 déjà, un épisode avait rappelé la sensibilité de sa position. Dans la nuit du 10 au 11 août, son domicile à Yaoundé avait été attaqué par des individus armés, 2 d'entre eux ayant été tués par les agents de sécurité présents sur place. L'incident n'a jamais été pleinement élucidé publiquement, mais il illustre déjà, à l'époque, combien la sécurité autour de cet homme était prise au sérieux. Et pourtant, un détail change tout. 15 ans à ce poste, dans un système où les hommes forts tombent aussi vite qu'ils montent, ce n'est pas rien. Partie 2. Les tensions qui couvaient. Voici où les choses se compliquent, et où il faut distinguer soigneusement ce qui est rapporté de ce qui est prouvé. Depuis plusieurs années, la presse camerounaise évoque des tentatives attribuées à Ferdinand Ngo pour étendre son influence sur l'appareil sécuritaire de l'État. En janvier 2024, le site Cameroun Web, citant un lanceur d'alerte se présentant sous le nom de Boris Berthold, avait publié des informations selon lesquelles Ngo aurait demandé le remplacement du commandant de la garde présidentielle, Raymond Beko Abondo, en poste depuis 2014. Selon ces mêmes informations, jamais confirmées officiellement, Paul Biya aurait rejeté cette demande. Le même article évoquait une démarche antérieure, dès mars 2022, visant à obtenir la remise des codes des réseaux informatiques et de télécommunications de la présidence. Il faut être clair, ces éléments reposent sur des sources anonymes et des lanceurs d'alerte, non sur des documents authentifiés rendus publics ou des confirmations officielles. Ils circulent depuis plus de 2 ans sans avoir été ni confirmés ni démentis frontalement par la présidence. Mais un autre chapitre a nourri les spéculations, le débat autour de la création d'un poste de vice-président de la République. En avril 2026, plusieurs médias, dont Cameroun 24, rapportaient que le ministre de la Justice Laurent Esso s'apprêtait à défendre devant les parlementaires un projet de loi controversé. Officiellement, il s'agissait d'assurer la continuité de l'État. Officieusement, de nombreux observateurs y voyaient une manœuvre plus large de préservation du système, mêlant calculs ethniques et anticipation de la succession. Certains analystes cités par ce média allaient jusqu'à présenter Ngo, après 15 ans passés à la tête de leviers touchant à la sécurité, aux finances, au renseignement et au Parlement, comme un possible dauphin en attente. C'est une lecture, pas un fait établi. D'autres y voient au contraire un signal que Biya cherche justement à limiter son influence en créant un contre-pouvoir institutionnel. Autre élément à verser au dossier, distinct des questions de pouvoir. En février 2026, l'intellectuel camerounais Fridolin Nke a publiquement mis en cause la proximité entre la première dame Chantal Biya et Ferdinand Ngo, la jugeant indécente pour la respectabilité des institutions. Le média Africa Press, qui a rapporté ces propos, a pris soin de préciser lui-même qu'il s'agissait, à ce stade, d'accusations non étayées par la moindre preuve matérielle ou témoignage corroborant. Mais voici où le doute s'installe vraiment. En décembre 2025, Jeune Afrique rapportait que Paul Biya avait reçu Ngo pendant de longues heures et lui avait, selon ses informations, renouvelé sa confiance,
laissant entendre qu'il conserverait son poste et disposerait même d'une large latitude pour la formation du futur gouvernement. Un signal de continuité, pas de rupture. Deux lectures s'affrontent donc depuis des mois. Celle d'un homme en position de faiblesse croissante et celle d'un homme toujours conforté par le chef de l'État. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. La question reste ouverte. Partie 3. L'accusation du 24 juillet 2026. Quand ancien officier parle, le silence devient lui aussi une information. Le 24 juillet 2026, une vidéo de 27 minutes commence à circuler à grande vitesse sur les réseaux sociaux. En quelques heures, elle franchit les frontières numériques du Cameroun. Facebook s'enflamme. WhatsApp explose. Les groupes Telegram s'agitent. Les commentaires se multiplient. Les débats deviennent passionnés. Car cette fois, ce n'est ni un militant anonyme, ni un opposant politique classique, ni un chroniqueur installé sur un plateau de télévision qui prend la parole. C'est un ancien officier. Un ancien capitaine de l'armée camerounaise. Donald Effoudou, de son nom complet Effoudou Awussi Kenneth Romuald. Un homme qui affirme avoir servi au cœur même de l'appareil sécuritaire. Un homme qui déclare avoir dirigé le bureau des renseignements de l'état-major particulier du président de la République. Autrement dit, si ces affirmations concernant ses anciennes fonctions sont exactes, il ne se présente pas comme un simple observateur de la vie politique. Il se présente comme quelqu'un qui aurait vu le fonctionnement interne du système. Et c'est précisément ce qui explique pourquoi cette interview suscite autant de réactions. Non pas parce qu'elle prouve quelque chose, mais parce qu'elle prétend raconter ce que beaucoup imaginent sans jamais pouvoir le vérifier. Voilà toute la différence. En journalisme, ce n'est pas parce qu'une personne parle avec assurance qu'elle dit nécessairement vrai. Mais ce n'est pas non plus parce qu'une accusation dérange qu'elle doit être automatiquement écartée. Entre la certitude aveugle et le rejet systématique existe une troisième voie. Celle des faits. Et justement, les faits disponibles sont relativement simples. Donald Effoudou est un ancien capitaine de l'armée camerounaise. Il a été radié des effectifs militaires le 13 mars 2024. Les autorités camerounaises le recherchent depuis 2023 pour désertion en temps de paix. Depuis plusieurs années, il vit en Europe. Ce sont là des éléments publics qui permettent de situer son parcours. Ensuite viennent ses déclarations. Et là, le ton change complètement. Face au journaliste Morgan Palmer, dans l'émission Masterclass, Donald Effoudou raconte sa version des événements. Selon ses propres déclarations, il aurait quitté le Cameroun après avoir dénoncé en interne un projet de coup d'État. Il affirme que ce projet aurait impliqué plusieurs personnalités importantes. Parmi les personnes qu'il cite figure Ferdinand Ngo. Il évoque également l'existence supposée d'un légionnaire français qui aurait participé à cette opération. Il mentionne aussi d'autres responsables militaires, notamment le vice-amiral Joseph Fouda, ainsi que plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie. Il s'agit d'accusations extrêmement graves. Il est donc indispensable de rappeler une règle fondamentale. À ce jour, ces accusations n'ont pas été établies par une décision de justice, ni confirmées par une enquête indépendante connue du public. Le fait établi est que Donald Effoudou a prononcé ces accusations publiquement. Le contenu de ces accusations, lui, demeure contesté et non vérifié. Cette distinction est essentielle. Parce qu'au Cameroun, comme ailleurs, une accusation ne constitue pas une preuve. Et une preuve ne peut pas être remplacée par le nombre de partages sur Facebook. Le tribunal des réseaux sociaux est très rapide. Mais il n'est pas une juridiction. Le problème, c'est que dans notre pays, nous avons parfois développé une discipline sportive nationale. Elle pourrait presque devenir olympique. Le saut direct à la conclusion. On ne cherche plus les preuves. On cherche seulement le camp auquel appartient celui qui parle. Si c'est quelqu'un que l'on apprécie, il dit forcément vrai. Si c'est quelqu'un que l'on n'aime pas, il ment forcément. Comme si la vérité avait désormais une carte de parti politique. Comme si les faits votaient. Au Cameroun, les rumeurs voyagent parfois plus vite que les motos de livraison. Une information naît à Yaoundé à 8 heures. À 9 heures, elle est déjà commentée à Garoua. À 10 heures, quelqu'un affirme connaître un cousin dont le voisin aurait vu le dossier. À midi, une tante explique que tout est confirmé. Le soir venu, plus personne ne sait d'où est partie l'histoire. Mais tout le monde affirme la connaître. C'est devenu presque une tradition. Le Cameroun est peut-être le seul pays où certains citoyens connaissent le contenu des réunions les plus secrètes, sans avoir jamais été invités. Le ministre éternue. Quelqu'un explique immédiatement que cela annonce un remaniement. Le président ne parle pas. On annonce déjà une succession. Une voiture rentre au palais. On connaît déjà les nominations. Une lumière reste allumée dans un ministère. On parle immédiatement d'une crise d'État. Chez nous,
Certains analystes peuvent transformer une simple photographie en roman de 400 pages. Une chaise vide devient une théorie. Un sourire devient une stratégie. Une poignée de main devient une alliance. Une absence devient un complot. Et lorsque quelqu'un refuse de répondre, chacun remplit le silence avec sa propre imagination. C'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Donald Efudou parle. Les personnes mises en cause ne répondent pas publiquement. Alors chacun écrit lui-même la suite du scénario. Les uns concluent que le silence confirmerait les accusations. Les autres estiment au contraire qu'il serait inutile de répondre à des allégations qu'ils considèrent comme infondées. Dans les deux cas, il ne s'agit que d'interprétation. Et une interprétation ne remplace pas une preuve. Le véritable travail journalistique consiste justement à distinguer les faits établis des hypothèses. Il faut également regarder le contexte. Donald Efudou est aujourd'hui un homme en exil. Il est recherché par la justice de son pays. Ces éléments peuvent naturellement conduire certains observateurs à s'interroger sur ses motivations. Cherche-t-il à dénoncer ce qu'il considère comme des dérives? Cherche-t-il à défendre son honneur? Cherche-t-il à régler des comptes avec ses anciens responsables? Ou bien estime-t-il réellement révéler des faits d'intérêt public? À ce stade, aucune réponse définitive ne peut être apportée. C'est pourquoi la prudence reste indispensable. Un journaliste sérieux ne transforme pas une interview en verdict. Il présente les déclarations. Il rappelle le contexte. Il précise ce qui est établi. Il indique ce qui reste à démontrer. Puis il laisse les faits parler lorsqu'ils existent. Car, au fond, cette affaire dépasse largement le cas d'un seul homme. Elle pose une question plus profonde. Comment une société peut-elle distinguer une véritable alerte d'une accusation non étayée lorsque les informations vérifiables sont rares et que les institutions communiquent peu? C'est peut-être là le cœur du débat. Dans beaucoup de systèmes très fermés, le silence officiel finit parfois par devenir lui-même un objet d'interprétation. Mais là encore, interpréter un silence ne permet pas d'établir des faits. En définitive, il reste aujourd'hui 3 certitudes. La première, cette interview existe et a bien été diffusée. La deuxième, Donald Efudou y formule publiquement des accusations graves contre plusieurs personnalités. La troisième, à ce jour, ces accusations n'ont pas été confirmées par des éléments indépendants rendus publics et aucune réponse officielle détaillée des personnes directement mises en cause n'a été portée à la connaissance du public. Entre ces 3 certitudes s'étend un vaste territoire d'incertitude. Et tant que ce territoire ne sera pas éclairé par des éléments vérifiables, la prudence demeurera la meilleure alliée du journalisme. Partie 4. Ce que cette histoire dit du système. Quand le système devient plus important que les hommes. À ce stade de notre analyse, il est important de quitter les personnes pour regarder le fonctionnement. Parce qu'au fond, cette histoire ne parle peut-être pas uniquement de Ferdinand Ngo. Elle ne parle peut-être pas uniquement de Donald Efudou. Elle ne parle peut-être même pas uniquement d'un éventuel projet de coup d'État allégué. Elle parle d'abord d'un système. Et les systèmes, contrairement aux hommes, survivent souvent à ceux qui les dirigent. Les visages changent. Les fauteuils changent. Les costumes changent. Les portraits officiels changent. Mais certaines méthodes, elles, semblent traverser les décennies avec une remarquable stabilité. Comme un vieux car qui tombe toujours en panne, mais qui finit toujours par arriver. Au Cameroun, il existe un proverbe populaire qui dit, en substance, « Quand tu arrives dans une maison où tout le monde parle à voix basse, ce n'est pas parce qu'il y a un bébé qui dort. » Autrement dit, quand une société entière apprend à deviner au lieu de savoir, ce n'est généralement pas le fruit du hasard. C'est souvent le résultat d'un mode de fonctionnement. Et c'est précisément ce qui mérite d'être analysé. Premier mécanisme, l'opacité comme mode de gouvernance. Dans un État moderne, les responsabilités devraient être identifiables. Qui décide? Qui signe? Qui exécute? Qui contrôle? Qui rend des comptes? En théorie, la réponse devrait être simple. Mais dans les systèmes fortement centralisés, les lignes deviennent parfois floues. Très floues. Parfois tellement floues que même ceux qui travaillent à l'intérieur ne savent plus exactement où commence une décision et où elle finit. Les citoyens, eux, regardent cela de loin. Et ils essaient de comprendre. Ils lisent entre les lignes. Ils analysent les photographies. Ils comptent les places assises. Ils observent les sourires. Ils mesurent les poignées de main. Ils interprètent les absences. Au Cameroun, certains citoyens sont devenus de véritables spécialistes de la lecture des images officielles. Une photo sort. En moins de 10 minutes, quelqu'un explique déjà pourquoi une personne est placée 2 mètres plus loin qu'à l'habitude. Un autre remarque qu'un ministre sourit moins que le mois précédent. Un troisième affirme que la couleur de la cravate annonce un remaniement. À ce rythme-là,
Bientôt quelqu'un expliquera que la position d'un pot de fleurs révèle la prochaine composition du gouvernement. Nous en rions. Mais derrière cette ironie se cache une réalité. Lorsque les informations officielles sont rares, les détails les plus insignifiants prennent une importance démesurée. Le moindre geste devient un message. Le moindre silence devient une stratégie. La moindre absence devient un événement national. Et pendant ce temps, les certitudes disparaissent. Les suppositions prennent leur place. Le problème n'est donc pas seulement la rumeur. Le problème, c'est que l'opacité crée un terrain où la rumeur prospère naturellement. Quand personne ne sait réellement qui décide de quoi. Tout le monde finit par croire celui qui parle le plus fort. Deuxième mécanisme. Le silence comme stratégie. Le silence. Voilà peut-être le personnage principal de cette histoire. Pas Donald et Foudou. Pas Ferdinand Ngo. Le silence. Dans beaucoup de démocraties, lorsqu'une accusation aussi grave surgit, plusieurs mécanismes institutionnels peuvent être enclenchés. Une enquête. Une conférence de presse. Un communiqué. Une audition. Une réponse officielle. Qu'elle confirme. Qu'elle démente. Ou qu'elle annonce des vérifications. Ici, le silence est souvent observé. Et le silence est une chose étrange. Parce qu'il ne parle pas. Mais il fait énormément parler. Le silence est comme une salle vide. Chacun y apporte son propre mobilier. Les partisans du pouvoir y voient parfois la preuve que certaines accusations ne mériteraient pas de réponse. Les critiques, eux, peuvent y voir une manière d'éviter les explications. Mais aucune de ces interprétations ne constitue une preuve. Le silence reste. Du silence. Pourtant, dans l'opinion publique, il produit un effet considérable. Les réseaux sociaux se mettent alors au travail. Et les réseaux sociaux sont devenus une véritable administration parallèle. Là-bas, les enquêtes commencent avant même les faits. Les jugements arrivent avant les investigations. Les condamnations circulent avant les preuves. Et les acquittements arrivent parfois. Jamais. Au Cameroun, WhatsApp est devenu une université. Sans concours d'entrée. Sans diplôme. Sans professeur. Mais avec des milliers d'experts. On y trouve des spécialistes du pétrole. Des économistes. Des juristes. Des médecins. Des généraux. Des constitutionnalistes, des experts en services secrets, le tout réuni dans un même groupe familial où quelqu'un finit toujours par écrire. Source sûre. Quand on demande laquelle, le silence revient. Troisième mécanisme, l'exil comme espace de parole. Un autre phénomène mérite réflexion. Beaucoup des accusations les plus spectaculaires concernant le pouvoir camerounais sont aujourd'hui formulées depuis l'extérieur du pays. Des anciens responsables, des militaires, des fonctionnaires, des opposants, des journalistes, des activistes. Tous ne disent évidemment pas la même chose. Tous n'ont pas les mêmes parcours. Tous ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Mais un élément revient régulièrement. Ils parlent souvent depuis l'étranger. Pourquoi? Chacun avancera sa propre réponse. Certains diront qu'ils cherchent simplement un espace où ils estiment pouvoir s'exprimer plus librement. D'autres considéreront qu'ils poursuivent désormais des combats politiques. D'autres encore mettront en doute leur motivation. Toutes ces hypothèses existent. Mais une question demeure. Pourquoi les révélations les plus sensibles semblent-elles si souvent émerger loin du territoire national? C'est une interrogation, pas une conclusion. Car une démocratie solide n'a normalement pas besoin que ses débats les plus importants traversent des milliers de kilomètres avant d'être entendus. Quatrième mécanisme, le pouvoir du secret. Dans beaucoup de systèmes très centralisés, le secret finit par devenir une ressource politique. Celui qui sait, possède un avantage. Celui qui ignore, attend. Et pendant que les citoyens attendent, les rumeurs travaillent. Au Cameroun, il existe une autre expression populaire. Le poisson qui vit au fond de l'eau croit que personne ne le voit. Mais parfois, même lorsque personne ne voit le poisson, tout le village parle quand même du lac. Parce que lorsqu'il manque des informations, l'imagination se met au travail. Et l'imagination est souvent beaucoup plus rapide que les faits. Cinquième mécanisme, le temps comme arme politique. Dans certains systèmes, répondre immédiatement n'est pas toujours considéré comme la meilleure stratégie. On attend. Les jours passent. Les semaines passent. L'actualité change. Une nouvelle polémique apparaît. Puis une autre. Et progressivement, le débat précédent disparaît. Non parce qu'il a été résolu, mais parce qu'il a été remplacé. Au Cameroun, l'actualité ressemble parfois à un taxi de quartier. Avant même d'arriver à destination,
Un nouveau passager monte déjà. Et tout le monde oublie le premier. Conclusion. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement. Le rôle du journaliste n'est pas de fabriquer des certitudes. Il est de distinguer ce qui est établi de ce qui reste à démontrer. Aujourd'hui, plusieurs faits peuvent être rappelés avec prudence.